Nous te remercions, Seigneur, pour la vie, la santé, la liberté de culte que tu nous donnes. Nous te remercions de ce que tu nous permets de nous réunir ensemble, bien qu'éloignés, sur cette plateforme. Et en ce jour de sabbat, Seigneur, nous voudrions élever nos voix vers toi en accent de grâce et aussi de louange et d'adoration. Nous voudrions échanger ensemble autour du sujet prophétique du roi du Sud et nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ce sujet et que nous puissions être prêts, que l'œuvre que tu souhaites faire en chacun d'entre nous puisse être faite afin que nous ayons la joie et le bonheur de vivre avec toi l'éternité promise. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire un peu ce que nous allons faire. Donc, le titre, je n'ai pas vraiment de titre, mais j'arrive pas encore aujourd'hui à mettre encore un titre sur cette discussion. Donc, j'ai mis simplement le 24 juin, le roi du Sud. Avant d'arriver au 24 juin, bien sûr, on va faire une révision du message du cri de minuit. Donc, alors, 2018, l'arrivée du message du cri de minuit. Donc, on va voir toutes nos réponses, tout notre sujet tourne et doit correspondre au thème. Donc, notre fil conducteur, c'est le roi du Sud. Mais bien sûr, sous le roi du Sud, vous savez qu'il y a plusieurs sous-thèmes. Donc, on regarde le message du cri de minuit par rapport à notre thème, le fil conducteur, le roi du Sud, ok? Ensuite, donc ça c'est une grosse partie. Ensuite, le deuxième point, on va le regarder par rapport justement à la date du 24 juin 2023. Donc, ça fait 2 semaines environ ou 3, par rapport à ce qui s'est passé, qui, selon moi, selon le monde aussi, hein, les experts en géopolitique, c'est un point tournant dans l'histoire du roi du Sud. Mais bien sûr, nous, le roi du Sud, on le tire où? Dans Daniel 11, 40b. D'accord? Donc, deuxième point, l'événement qui s'est passé le 24 juin dernier, qui, selon les prophètes de journaux et les experts, sont un point tournant dans l'histoire de Daniel 11, 40b, donc l'histoire du roi du Sud. Troisièmement, pour bien comprendre cette histoire de point tournant, on va voir donc la chronologie des faits, la relation de cause à effet qui a amené à cette journée phare. Et ensuite, on va voir les conséquences en quatrième point qui, aux yeux du monde aussi, a affiché donc la faiblesse du roi du Sud. Est-ce que c'est clair le point? Le plan? Oui. D'accord? Donc on va y aller donc on va y aller par étapes. Attends, Viviane, on va y aller par étapes. Et n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à participer. Donc, il y aura beaucoup de lectures. Donc, je vais vraiment me cantonner au PowerPoint. Viviane, je t'écoute. Non, tu disais que en deuxième, le point tournant, c'était le 24 juin de cette année, en 2023. Oui, merci. J'ai mis 2018. Oui, c'est Merci, merci Viviane. Oui, donc le 24 juin 2023. Il y a d'autres interventions? Non? Ok. Alors, nous allons rappeler, on va rester sur le point 1, donc 2018. On va se rappeler, rappelez-vous, notre fil conducteur c'est quoi? On regarde à quoi? Au roi du Sud. Ok. Donc, pourtant, lorsque l'ancienne Thèse a présenté le message du cri de minuit, qu'est-ce qu'elle a présenté en premier? C'est écrit au tableau, hein. Qu'est-ce qu'elle a présenté en premier? les deux sources d'information, c'est ça?
Ok, les deux sources d'information. Mais dans cette étude des deux sources d'information, ensuite, qu'est-ce qu'elle a montré par rapport, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous montrer deux dates importantes qui sont au tableau, ou deux batailles? Est-ce que vous vous rappelez? Elle a utilisé plusieurs outils pour amener à ces deux dates importantes. Est-ce que vous vous rappelez? Raphia Panium, oui. Donc, effectivement, elle a focalisé. Le message du cri de minuit, ce n'est pas basé sur Raphia et Panium. On est d'accord? Le message du cri de minuit, c'est vraiment les deux sources d'information. Mais dans ces deux sources d'information, elle a utilisé d'autres lignes, d'autres histoires pour pointer à Raphia et Panium. Raphia et Panium, ça nous montre quoi? Ça nous montre Raphia et Panium, c'est quoi? Raphia et Panium, c'est deux batailles qu'on trouve dans Daniel 11, d'accord? Et qui nous montrent quoi? Ces deux batailles nous montrent les acteurs. Quels sont les acteurs? Roi du Sud, roi du Nord. Donc, on est dans l'histoire du roi du Sud versus le roi du Nord, quand on parle de Panium, de Raphia Panium. Donc, quand l'ancienne thèse, elle parle des deux sources d'information, elle va également parler de Raphia et de Panium, qui sont deux batailles qui nous montrent deux acteurs, le roi du Sud et le roi du Nord. Mais comment elle a fait maintenant pour fixer le temps? Est-ce que vous vous rappelez? On ne va pas rentrer dans l'étude de Panium et de Raphia, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Est-ce que vous vous rappelez? Non, on ne m'appelle pas. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Pour fixer les dates de 2019 et 2021, donc elle a utilisé les périodes, elle a utilisé les nombres prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut me citer quelques nombres prophétiques? 126, 151, 151 et 63. et 63. Alors, j'ai entendu 126, 63, 151. 151, et je vais rajouter 220, entre autres, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle a utilisé encore? Est-ce que quelqu'un d'autre se rappelle? Non? Elle a utilisé les périodes de 2 ans. OK? Et elle a aussi utilisé donc les périodes de 10 ans. Et nous, on va s'arrêter sur la période de 10 ans. C'est le graphique d'après. Donc, pour reprendre, si vous voulez réviser cette étude de Panium, d'accord, elle l'a faite qu'une seule fois. C'était donc en Arkansas. Et l'étude, elle est disponible sur le site YouTube Eden à Eden, en vidéo, mais aussi la transcription est disponible. Donc, vous pouvez revoir cette étude pour vous rafraîchir la mémoire. On ne rentre pas dedans. Donc, pour fixer le temps, pour fixer donc les deux batailles Raphia-Panium qui viennent donc avant la LD, Daniel 11, 41, elle a utilisé des nombres prophétiques et des périodes de temps. Notamment la période de 10 ans, qui est là. Elle nous a montré qu'avant notre temps de la fin, il y a une période de 10 ans, qui est également en lien avec l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord. Et à la fin de notre ligne aussi, à la fin de Daniel 11, 40b, il y a aussi une période de 10 ans qui a comme acteur le roi du Sud et le roi du Nord. Est-ce que quelqu'un peut me donner les deux périodes de 10 ans? Je ne dis pas le nom, sinon vous allez trouver tout de suite. Les deux périodes de 10 ans qui ouvrent le verset de Daniel 11, 40b et qui finit le verset
de Daniel 11, 40b. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous écoute. J'interroge pas, vous avez remarqué, hein? Je vous écoute. Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Oui. Je reprends. Pour pouvoir fixer le temps, les dates de 2019 et 2021 qui correspondent respectivement à la bataille de Raphia et la bataille de Panium, qui sont les deux batailles avant la LD, l'élément phare qu'on attend dans l'Adventiste, la LD, elle a utilisé une période de 10 ans, en 2018, nous sommes en 2018, au moment de l'introduction du cri de minuit. Je vous demande, quelles sont les deux périodes, ou les de 10 ans, l'événement qui couvre ces deux périodes, qui ouvre le verset de Daniel 11, 40b, et qui ferme le verset de Daniel 11, 40b. C'est vrai que j'ai formulé la question de façon difficile. C'est des dates ou Pardon, c'est un événement. c'est un événement, d'accord. Parce que la date, on sait que c'est une période de 10 ans. Donc si vous faites, je l'ai fait terminer en 89, donc faites 1989 moins 10 ans, on arrive à quelle date? 79. Donc maintenant, vous trouvez tout de suite. Quel est cet événement? Comme acteur, on a le roi du Sud versus le roi du Nord. Et là, une période de 10 ans aussi, on a comme acteur le roi du Sud versus le roi du Nord. Et on sait que le roi du Sud et le roi du Nord, ils ne sont pas amis. Donc s'ils ne sont pas amis, ils sont ennemis. S'ils sont ennemis, qu'est-ce qu'ils se font? Qu'est-ce que deux ennemis se font? La guerre. Alors, Marie-Hélène, elle a dit la guerre d'Afghanistan. Merci. Donc, elle la place où, la guerre d'Afghanistan, Marie-Hélène? Je la place en 1979. Ok, donc merci. Donc, la guerre d'Afghanistan. Ok, donc c'est cette guerre, elle nous disait en 2018, qui va ouvrir pour nous l'histoire du roi du Nord et du roi du Sud. Comprenez bien, on parle de période de 10 ans, on ne parle pas du temps de la fin, l'événement qui ouvre le temps de la fin. J'espère que tout le monde comprend la question. Hein? Oui? Oui. Ok, tout le monde comprend. Donc l'événement, la période de 10 ans qui va ouvrir le temps de la fin et qui montre le conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud, c'est la guerre d'Afghanistan. Maintenant, elle va prendre l'alpha, elle va le mettre dans l'oméga, l'événement qui va emmener à la fin du verset 40b pour nous. Elle nous disait c'était quel événement. Donc bien sûr, si c'est une guerre, donc là aussi c'est une guerre. Guerre de procuration. Oui, c'est une guerre de procuration. De toute façon, même en Afghanistan, c'est une guerre de procuration, mais laquelle? C'est quelle guerre là? Donc je vous l'ai mis, elle a commencé en 2011, elle se finit en 2021. En 2018, elle nous le disait déjà. Donc on va lire une citation. Alors, vous voyez là la citation? Ah, alors attendez, c'est moi, j'ai pas mis comme il faut. Maurice, on la voit là? Est-ce que quelqu'un veut lire ce qui est en rouge seulement? Rien. On ne voit pas. Alors, donnez à Maurice 2 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, là, vous voyez. Oui. Alors, Oui. ce qui est en rouge, Moi, je veux bien lire. vas-y. 10 ans de guerre en Syrie, c'est une victoire à la Pyrrhus. Les décisions se prennent à Téhéran et à Moscou. Ensuite, Par 10 ans, non. le 15 mars 2011, et ensuite par 10 ans d'une guerre atroce et meurtrière. Alors, quelle est donc cette deuxième période de 10 ans dans laquelle s'affrontent le roi du Nord et le roi du Sud? Selon ce qu'on a lu, j'ai pas entendu, mais je vais noter. J'ai entendu un brouhaha, excusez-moi. Donc, c'est la guerre La de guerre en Syrie. Donc, rappelez-vous, en utilisant les périodes et les nombres prophétiques et la méthodologie alpha et oméga, en 2018, l'ancienne thèse, elle nous dit déjà que cette guerre syrienne,
qui oppose le roi du Sud et le roi du Nord, donc guerre de procuration, comme quelqu'un l'a dit, se finira en 2021. Et on vient de voir là les prophètes de journaux qui nous disent qu'effectivement, cette guerre, elle a été atroce et meurtrière et elle a duré 10 ans. Et en fin de compte, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Bachar al-Assad, il revient sur la scène politique, du moins arabe, okay, alors qu'avant, c'était un paria. Et ce qu'on voit depuis l'an dernier, c'est que l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe lui ouvrent les portes et le reçoit. Donc, de paria, il est redevenu personne plus ou moins acceptable. Mais cette guerre, c'était une guerre de procuration, et ce qu'on voit, c'est que c'est le roi du Sud, donc, qui détient en fin de compte l'autorité avec l'Iran. Donc en 2018, elle nous montre que Panium se terminera en 2021. Mais elle n'associe pas Panium à la guerre de Syrie, on est bien d'accord, hein? Donc là, elle a utilisé juste des périodes de temps, de 2 ans, de 10 ans et des nombres prophétiques pour nous montrer le début du verset 40 et la fin du verset 40b. Parce que Panium, n'oubliez pas, c'est un point, 2021, mais c'est aussi une période qui se finit à la LD. Donc c'est la raison pour laquelle elle dit que c'est l'oméga du verset 40b. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Oui. Oui, oui. Ok. Mais elle va encore... ne monte pas mon diapo, s'il te plaît. Elle va encore utiliser d'autres choses pour pouvoir nous parler de Panium. Donc Panium, c'est vrai que c'est un sujet qui est en train de se jouer aujourd'hui sous nos yeux, et on n'a pas forcément toute la compréhension. N'oubliez pas que l'histoire réelle, elle est beaucoup plus compliquée, complexe que ce que nous donne le récit biblique. Donc en 2018, elle va fixer la date de 2021 comme étant Panium. D'accord? Elle nous explique que Panium, ça marque donc la blessure mortelle du roi du Sud, et la LD, ça sera donc sa mort. On n'est pas dans une mort physique, hein, n'oublions pas, on est dans le spirituel. Et donc, pour pouvoir comprendre le déclin du roi du Sud, elle va utiliser maintenant encore d'autres outils. Et elle va nous montrer, à travers les lignes de Pyrrhus, l'histoire de Pyrrhus, les guerres des Diadoques, elle va nous montrer donc ce déclin du roi du Sud dans l'histoire passée. Est-ce que vous vous rappelez de ces histoires-là? Oui. Donc, si vous ne vous rappelez pas de l'histoire de Pyrrhus, le matériel se trouve sur le site, à la fois en vidéo, mais aussi en transcription. Mais elle va vraiment utiliser un outil très pointu, je dirais, pour nous montrer justement le cycle, un peu le cycle du roi du Sud. Muriel en a parlé lors du H-Center, il y a de cela quelques mois. C'est les lignes de révolution. Est-ce que ça vous parle? Oui. Donc, Oui. je ne vous sens pas. Moi, je n'ai pas envie de faire une présentation. Oui, on se Donc, rappelle. les lignes de Je me révolution... rappelle. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a parlé? Oui, je disais, moi, je les comprends. rappelle. Ça me revient. D'accord, ok, merci Dominique. Donc, dans ces lignes de révolution ou dans l'histoire du roi du Sud,
Elle voulait nous montrer donc la montée et la mort du dictateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle voulait aussi nous montrer que elle avait pris certaines histoires pour nous montrer le renversement en interne du roi du Sud par la population. Est-ce que ça vous parle? Je n'ai pas pu remettre la main sur cette vidéo, donc si quelqu'un la retrouve, n'hésitez pas à me la communiquer parce que je n'ai pas pu la retrouver. Cette vidéo dans laquelle elle disait, donc c'était le roi du Sud, il y aurait un soulèvement du peuple. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Oui, d'accord. Elle disait aussi que comme on est dans une guerre froide, d'accord, entre le roi du Sud et le roi du Nord, ça se qualifierait, cette chute, par la perte des sphères d'influence. Vous vous rappelez de cela aussi? Oui. D'accord? Et elle nous disait surtout que dans notre histoire, d'accord, nous sommes pas dans une guerre chaude, mais froide, mais aussi nous sommes dans une guerre, comment on qualifie notre période? C'est pas une guerre chaude, mais on l'appelle... Guerre d'information. C'est une guerre d'information. Donc, si on doit tracer l'histoire du roi du Sud, qu'est-ce qu'il nous faut regarder alors? Selon vous, d'après tout ce que je vous ai remémoré. Si l'on veut tracer l'histoire du roi du Sud, à quoi nous faut-il, à quoi faut-il regarder? Donnez-moi vos pensées. Tu parles de l'histoire ou regarder à quoi? Je parle de l'histoire. Je comprends pas ta question. Je parle de l'histoire. Je parle de l'histoire du roi du Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, pour comprendre la blessure mortelle à la mort, puisqu'on est dans cette histoire-là, d'accord, dans l'histoire de Panium. Donc, pour comprendre l'histoire du roi du Sud aujourd'hui, à quoi faut-il qu'on regarde? Je vous ai ramené en 2018 et je vous ai dit comment elle nous a conduit à cette bataille de Panium. Aux sources d'information? Alors, c'est-à-dire? Les actualités. Non, mais expliquez-vous, vous me dites aux sources d'information, je ne dois pas deviner ce que vous me dites. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire par source d'information? Il faut que tu mettes ta réponse dans le contexte de l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord et de notre dispensation. Johanna, c'est toi qui as dit source d'information? Si, c'est moi. Alors, essaye de mettre ta réponse source d'information dans le contexte du roi du Sud et le roi du Nord et notre dispensation. On a dit que cette dispensation, c'était la guerre. On est dans une guerre d'information. Toi, tu me dis que tu regardes aux sources d'information. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder dans ces sources d'information? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on doit regarder dans les sources d'information? De voir, de savoir faire le tri, si je peux me permettre, si je dis pas de bêtises, étant donné qu'on était à l'aile droite et on est passé du l'aile gauche, c'est pouvoir faire le tri entre les informations, de quelles sources qu'on écoute, qu'on prend nos informations. Ok, alors je te remercie pour ta réponse, Marie, mais tu n'es pas dans l'étude du roi du Nord et du roi du Sud, à moins que tu mettes ta réponse dans l'étude du roi du Sud et du roi du Nord. Est-ce qu'on peut parler de toutes les ingérences politiques du roi du Sud au travers des sources d'information, à toutes les manipulations qu'il fait dans les États avec les fausses informations, notamment en Europe, en Afrique et tout ça? Ok, donc toi, tu vas regarder les sources d'information, donc comment il va faire sa propagande? Exactement, dans tous les pays, un peu partout, en France, en Allemagne, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Donc maintenant,
Tu as entièrement raison, Abby. On va regarder donc sa propagande dans la guerre d'information qu'il livre contre l'Occident. Et l'Occident, c'est qui? C'est le roi du Nord et les alliés. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Tessa nous disait, on va regarder. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? Oui, est-ce qu'il faudrait chercher éventuellement des informations qui parlent notamment du fait qu'il y ait un soulèvement de peuple, une perte de sphère d'influence, Voilà. des choses comme ça. Merci, un Vadim. Donc, en fin de renversement en compte, interne. voilà, on va regarder aussi au niveau de la population. Et quand vous écoutez les médias, ils nous disent que la population, elle est un peu amorphe. Hein. Donc, elle ne réagit pas. Donc, les experts, avec la guerre en Ukraine, ils s'attendaient à ce que la population, elle réagisse, elle se soulève. Et au bout de 16 mois de guerre, ils constatent que la population ne se soulève pas. Et pourtant, quand on reprend les lignes précédentes, on voit qu'il y a un soulèvement de la population. Donc, on va regarder aussi le mouvement de la population. Qu'est-ce qu'on va regarder encore? Vadim, tu as dit les sphères d'influence. Merci. Oui, donc, perte et de est-ce que sphère tu peux d'influence. citer quelques sphères d'influence du roi du Sud? Afrique, notamment, certaines Afrique. régions de l'Afrique. Afrique, ensuite? Asie de l'Est. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont une réponse, qui ont des réponses? La Chine. La Chine est l'allié. Je pensais à l'Inde. L'Inde est l'allié aussi. Ouais. Et aussi, Mais vraiment, les là, c'est plutôt les alliés que vous montrez. Mais en sphère d'influence, c'était vraiment, c'était l'Afrique, la Syrie, comment dirais-je, la Russie est vraiment dans le Moyen-Orient et dans dans l'Afrique et en Afrique, d'accord? Mais après, ces alliés, effectivement, c'est la Chine, etc. Donc, ça, c'est en 2018 qu'elle nous disait tout ça. Mais ça sera intéressant plus tard dans l'histoire, dans l'étude, de regarder par rapport à ce qu'elle nous disait en 2018, aujourd'hui en 2023, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes d'accord? Donc, un autre outil dont je vous parlais, elle nous a parlé donc des lignes de révolution. On ne va pas rentrer dans le détail des lignes de révolution. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, Muriel, elle en a parlé il y a quelques mois. Et s'il y a besoin qu'elle reprenne cette étude, n'hésitez pas à nous le dire. Ou bien on vous donnera les liens pour pouvoir réviser ces études. Donc, par rapport à la structure des lignes de révolution, ça nous a permis de voir, de comprendre la ligne de révolution ou guerre civile dans laquelle se trouvent les États-Unis, sixième royaume de la prophétie biblique. Parce que notre attention, on se trouve dans cette histoire et notre attention est sur comment les États-Unis, après avoir vaincu le roi du Sud, d'accord, deviendront, après avoir vécu le roi du Sud, comment les États-Unis deviendront donc ce septième royaume qu'on va mettre là, d'accord, une dictature. Ok? Donc, l'histoire de la fin de la démocratie est entièrement liée avec l'histoire de Panium et la fin du roi du Sud. Mais c'est également en lien avec une histoire de guerre d'information ou guerre de récit ou de propagande entre le roi du Sud et le roi du Nord. Mais c'est également lié avec une guerre de procuration qui se joue par des sphères d'influence. Donc, quand on parle de Panium, on parle d'énormément de sujets. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, elle prend la structure, elle va nous montrer une structure. Elle va nous dire que dans les lignes de la Révolution, il y a un gouvernement en place, d'accord? Ensuite, il y aura une révolution.
Il y aura donc la mort d'un dictateur, mais il y aura aussi en même temps la montée d'un dictateur, d'accord? La mort, mais aussi la montée. Ensuite, il y aura donc une phase de préparation qui va conduire donc à une contre-révolution pour mettre un autre gouvernement en place. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. C'est un peu loin. Un peu? Un petit peu, ça, oui. C'est difficile? Non, c'est un petit peu loin. C'est loin, et bien il faut revenir dans ces histoires, d'accord? Mais l'histoire de Panium, et comment dirais-je, c'est Jean-Marie qui nous avait aussi montré la fin, la transition chez Poutine, mort d'un dictateur et la montée d'un dictateur, d'accord? Dans la guerre de procuration qui mène aujourd'hui contre l'Ukraine. Donc, la structure de la ligne de révolution, elle nous l'a posée et elle nous a montré que cette structure, elle se répète, elle s'est répétée à la fois dans la ligne de la Révolution française, mais également dans la ligne de la Révolution allemande, dans la ligne de la Révolution russe, et aussi, donc, et ces trois exemples-là nous permettent de comprendre la ligne de la Révolution américaine dans laquelle on se trouve. Okay? Donc, ce n'est pas une ligne de réforme, la ligne de révolution, mais c'est un outil pour nous permettre de comprendre l'histoire des États-Unis. Ce qui nous a permis de comprendre que 2019, d'accord, ça aurait été qu'en 2019, il y aurait eu donc la fin de Donald Trump, mais aussi la montée, un changement de phase au niveau des États-Unis. Donc, la progression vers la fin de la démocratie. D'accord? Ce schéma nous a permis de comprendre aussi que la contre-révolution commencerait en 2020. D'accord? Et bien sûr, elle n'a jamais donné la date de la fin, puisqu'on est dans l'histoire de cette révolution. Ça nous a permis de aussi comprendre que la révolution américaine a commencé en 2001. Dans cette période-là. Ensuite, il y a eu une phase de préparation et la contre-révolution a commencé. Donc, je vous invite à revoir ces études. Et cette étude-là, je vous l'avais faite l'année dernière. Non, je l'avais faite en 2020 sur la plateforme de LVS. Et les vidéos sont toujours en ligne sur leur site. Donc, on va regarder un peu plus en amont la ligne de révolution russe, sans rentrer vraiment dans le détail. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Oui. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la révision du message du cri de minuit par rapport au thème de Panium, et notamment le roi du Sud et le roi du Nord. Je suis en train de faire une révision de ce message, voir avec vous les différentes étapes par lesquelles l'ancienne thèse nous a conduites pour fixer la date de 2019 et 2021, sans rentrer dans le détail, parce que tout le matériel est disponible sur le site Eden à Eden et sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'en 2018, le cœur du message du cri de minuit, c'est les deux sources d'information. Ce qui nous a permis de comprendre que dans notre dispensation qui nous conduit à la LD, nous sommes dans une guerre d'information, guerre des récits ou guerre des médias, mais pas dans une guerre chaude entre le roi du Sud et le roi du Nord. Donc la guerre qu'ils se livrent, c'est une guerre de propagande, d'accord? Elle nous a montré également que pour arriver à fixer le temps, elle a utilisé donc la méthodologie et les nombres prophétiques, les périodes de 2 ans et de 10 ans. D'accord? Et elle nous a montré qu'avant la guerre de procuration qui ouvre le verset de Daniel 11, 40b, c'est la guerre d'Afghanistan où le roi du Nord a remporté la victoire. Et à la fin
et la guerre qui va amener la fin du verset 11 40 à 40b, qui nous conduit dans Daniel 11, 41, la loi du dimanche, c'est les 10 ans de guerre de Syrie qui pointent à Panium. Mais Panium, c'est un point et c'est une période. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire de Panium, l'histoire du conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord. Nous savons donc qu'à Panium, c'est les États-Unis qui infligent la blessure mortelle au roi du Sud et que progressivement, à l'ALD, il va mourir. On ne parle pas, on est dans le spirituel, on ne parle pas de mort physique, mais on parle de mort spirituelle dans le domaine de la perte des sphères d'influence, mais aussi dans le domaine de la guerre d'information ou la guerre des récits. Pour pouvoir comprendre cette histoire plus en détail, en 2018, le Seigneur il nous a permis de comprendre cette structure, la ligne des révolutions. Cette structure nous montre qu'il y a un gouvernement en place, le peuple va se révolter pour pouvoir changer ce gouvernement. Il y aura donc la mort à un certain moment, la mort du dictateur, mais aussi la montée d'un autre dictateur ou du même dictateur selon l'histoire dans laquelle on se trouve. Il y aura une phase de préparation et après il y aura une contre-révolution qui va amener un nouveau gouvernement. Donc ces lignes de révolution sont des exemples pour nous permettre de comprendre la ligne de révolution américaine dans laquelle on se trouve en 2023. Et cette ligne de révolution nous permet de comprendre la transition qu'il y aura dans le royaume, dans le 6e royaume de la prophétie biblique, les États-Unis d'Amérique, qui sont une démocratie et qui deviendront à la LD, donc une dictature. OK? Moderne. C'est clair? J'ai fait une petite révision. C'est clair pour tout le monde? Oui. 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 Donc, on va regarder rapidement, sans rentrer dans tous les détails, parce que notre méthodologie nous dit de faire ligne sur ligne. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes là dans le présent. Notre méthodologie nous dit pour comprendre le futur, alors que nous sommes là, il nous faut donc regarder dans le passé, d'accord, pour pouvoir comprendre le présent et le futur. Ésaïe 46, 10. D'accord? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez un peu, sans rentrer dans les détails, la révolution russe? Donc là, il y avait un gouvernement en place. Quel était-il? Est-ce que vous vous rappelez? C'était une monarchie, c'était un empire. Et son tsar, c'était qui? Nicolas II. Ok, c'était Nicolas II. On va mettre Nicolas II. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en 1917, si je ne m'abuse. Je vais regarder mes notes parce que... C'est bien ça. Le 8 mars 1917. Ouais, le 8 mars. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des protestations, donc il y a une révolution, ok, qui se manifeste par des protestations et des guerres, et des grèves. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Il va être renversé. C'est là, hein, regardez, tout est écrit au tableau, même si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez juste me dire ce qui se passe en suivant la structure. Hein. Donc, le tsar, il va être... Alors, il y a la mort du tsar. Et à la place, donc là, on voit la mort d'un dictateur, mais qu'est-ce qu'on voit? Un autre dictateur. Alors, et c'est qui? Lénine. Ok, c'est Lénine. Et là, on est le 9 Novembre 1917. Ok?
Donc, en suivant la structure, vous connaissez l'histoire. Donc, pourquoi on dit que Lénine, il est dictateur? Quel est l'élément qu'on avait pointé? Un dictateur, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous, on est dans quoi, Il là? enlève le droit de presse. On est dans quoi, là? Dans la guerre d'information. On est toujours dans une guerre d'information, même si là, c'est pas forcément cette guerre, elle n'est pas vraiment soulignée, mais quand un dictateur veut vraiment contrôler le pays, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait? Il empêche les journaux de parler. Contrôle de la presse. D'accord? Donc, c'est vraiment une des caractéristiques qui définit le dictateur. Donc, ensuite, il y a une phase de préparation. Et là, en 1918, qu'est-ce qui va se passer? On rentre dans la contre-révolution. Quels seront les acteurs? Donc, je vais vous le dire, puisque même moi, j'avais oublié, c'est l'armée rouge versus l'armée blanche. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Alors, on va lire juste une phrase. Maurice, tu peux montrer, s'il te plaît? Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire le premier paragraphe, s'il vous plaît? Je vais lire. Ah bah vas-y. Non, vas-y. Donc l'armée rouge. L'armée rouge des ouvriers et paysans était l'armée mise sur pied dans l'ancien empire russe par le nouveau pouvoir bolchevique à la suite de la révolution d'octobre. Afin de combattre la contre-révolution des armées blanches soutenues par les puissances étrangères, la France, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, les États-Unis, l'Empire du Japon. Le terme rouge a une connotation révolutionnaire. Alors, l'armée rouge, c'est qui? Et l'armée blanche, c'est qui? Concrètement, succinctement. Donc, l'armée blanche, c'est pour le tsar, pour le maintien, d'accord? Et l'armée rouge, c'est pour ce nouveau gouvernement. OK? Donc, du coup, Maurice, monte pas mon tableau, s'il te plaît. Durant cette période, jusqu'en 1922, on est dans la contre-révolution et ce qu'on appelle la terreur blanche. Donc, c'est vraiment une période de trouble qui va conduire à quoi? En 1922, à un nouveau gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez? Si je vous dis Staline, donc Staline, il est l'empereur du royaume. Vous êtes vraiment timide ce matin. Mais L'URSS. c'est pas l'empereur. Ben, ce n'est pas un empereur, mais il a un empire. L'URSS est un groupement de fédérations et il agit comme un empereur dictateur. Donc c'est pour ça que j'ai employé le mot empereur. Parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un dictateur qui règne en maître et souverain sur son empire. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rappelez? Donc, elle va utiliser les lignes de révolution pour nous permettre de comprendre la guerre civile ou la révolution américaine dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais bien sûr, en 2018, notre focus n'était pas sur 2021, si vous vous rappelez. Notre focus n'était pas sur Panium. Notre focus était sur quelle date? 2019. 2019. Pourquoi? C'était notre fin de temps de grâce. Est-ce que tu peux parler plus fort? Ton son, il est confiné. J'ai du mal à t'entendre. Tu m'entends là? Oui. Alors, je disais que parce que nous étions focalisés sur la fin du temps de grâce de la ligne des prêtres. Voilà. Alors, parce que la date qui nous intéressait, nous, c'était 2019. En interne, c'était la FTG, la fin du temps de grâce. Mais en externe, c'était quoi? Parce que notre étude, elle repose sur quoi, là, aujourd'hui? C'était la même chose pour en externe, la fin du temps de grâce? Raffia? C'était Raffia. Et Raffia, c'est quoi?
Quel est le thème, le fil conducteur de notre étude aujourd'hui? Donc, quand vous me donnez une réponse, Du nord, roi du sud. vous me dites Raphia. Ben, C'est juste, Raphia, mais roi du incluez votre réponse dans le sujet du jour. Comme ça, je sais vraiment si vous comprenez ce qu'on fait. Vous voyez? Donc, notre thème, c'est le roi du Sud. Donc, en 2018, nous étions focalisés sur Raphia, la bataille entre le roi du Sud, parce qu'à Raphia, c'est le roi du Sud qui gagnait. Mais aussi en interne, on était focalisé en interne parce que c'était la FTG, une porte fermée pour nous les prêtres. Elle a dit tout à l'heure. Alors, je t'entends, James. Alors, tu dis quoi? J'ai dit tout à l'heure quoi? Le Nord, le roi du Nord qui a gagné. Pour quand? Raphia ou Panium? Non, la guerre en Syrie. La guerre en Syrie? C'est pas grave, c'est pas grave. Continue. Regarde la guerre en Syrie, on va reprendre. Tu vois la diapo, Maurice, tu montes, s'il te plaît? Ce document, il a été écrit le 28 janvier 2021. Mais la guerre en Syrie, qu'est-ce qu'il nous dit en rouge? Les décisions, James, qu'est-ce qu'il nous dit? Les décisions se prennent à terrain à Moscou. Ils ne disent pas les États-Unis. Ok. Donc, on ne peut pas marquer la guerre de Syrie comme étant une victoire pour le roi du Nord. Même si elle nous pointe à Panium. Ok. La guerre de Syrie, on l'a utilisée pour montrer l'alpha et l'oméga du verset 11-40b. Mais la guerre en Syrie, aujourd'hui encore, c'est Moscou Wagner est en Syrie. C'est l'Iran qui est en Syrie. Ce ne sont pas les Américains. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va continuer. Que nous montre, Maurice, tu peux mettre le diapo, s'il te plaît? Alors, que nous montre l'histoire de la Révolution de 1917? Je vais vous expliquer plus tard pourquoi je suis retournée dans cette ligne de révolution pour parler. Je vais vous expliquer pourquoi, ultérieurement, je suis allée dans cette ligne dans les révolutions pour parler de l'événement du point tournant d'il y a 15 jours, le 24 juin. Mais tout est embriqué. Rappelez-vous ce qu'Ésaïe nous dit, pour comprendre le futur, il nous faut retourner dans le passé. Et en 2018, l'Ancienne Thèse nous fait retourner dans l'histoire de la Russie, ok? La guerre, la révolution bolchevique ou d'octobre. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, quand j'ai entendu les infos le mois dernier, et une partie de l'allocution de Poutine, je me suis dit, en 2018, en fin de compte, Dieu nous montrait déjà certaines choses, mais on ne comprenait pas. Donc, on retourne. C'est pour ça que je suis retournée dans l'étude de Panium cette semaine, et je me suis dit, on va voir ça ensemble pour voir comment Dieu nous conduit et comment l'histoire se répète. Même si on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais on suit l'histoire telle qu'elle nous arrive et on essaye d'en discuter ensemble et de la comprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. OK? Donc, que nous montre l'histoire de la Révolution de 1917? Est-ce que vous avez une idée? Ah, t'as mis la diapo déjà? Non. Est-ce que vous avez une idée? Quand on regarde cette structure, on va rentrer, on va lire la diapo tout à l'heure, mais si vous regardez uniquement cette structure de la ligne de la révolution russe,
Moi, j'ai envie d'avoir un dialogue, une discussion avec vous, mais ce matin, c'est assez difficile. J'ai pas envie de faire une présentation, mais bon, on verra comment les choses vont progresser. Mais voilà, si vous regardez à cette ligne, comment, qu'est-ce qui vous parle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Il y a eu sûrement eu en Russie des grèves, Alors, est-ce qu'en Russie, aujourd'hui, tu as vu qu'il y a des grèves? Ou le mois dernier, ou est-ce que tu as vu ça? Non, moi, j'ai pas vu de parle grève. de 1917. On parle de quoi? On parle de la ligne de maintenant. Que montre l'histoire de la révolution de 1917? Excuse-moi, j'étais sur autre chose. Alors, vas-y, reprends, Josiane. Moi, je pense qu'il y a eu des protestations, des levées, enfin la foule, des Oui, grèves. alors je t'arrête. Il y a eu des protestations, pourquoi, d'après toi? Pour arrêter le tsar, pour le tsar, contre Voilà. le tsar, non? Oui, contre le tsar, puisqu'il y a un gouvernement Contre en place, Nicolas II. le tsar Nicolas II, et les personnes sont pas contentes de ce gouvernement. Donc, elles vont protester, elles vont faire des grèves. OK? Et encore, quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle nous montre encore? Un contexte politique intérieur dit compliqué. Donc le pouvoir est en opposition avec le peuple. D'accord? Donc, ça rejoint un peu ce qu'elle dit, ce qu'ont dit Josiane et Vadim. Merci, Natacha. Il y a d'autres choses, d'autres idées? Est-ce que tu peux nous guider là, parce que le champ il est vaste, je sais pas. Ben, justement, on va lire après, mais je voulais déjà avoir vos pensées. Si vous en avez pas, ben, on va lire. La fin d'une monarchie. Il y a quoi? La fin d'une monarchie. Oui, mais la fin d'une monarchie, ça va arriver à travers les protestations et les grèves et un ras-le-bol, d'accord? Alors, eh ben, on va lire. S'il n'y a pas d'autres idées, on va lire. Donc, Chimène, oui. Excuse-moi, enfin bon, par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a fait bizarre toutes ces semaines, c'est le putsch raté. Le putsch qu'il y a eu contre Poutine. Alors, avant d'arriver, ça c'est, Guylaine, ça c'est notre point final, on se dirige vers là, mais avant d'arriver à là, au putsch, il faut qu'on retourne en 1917 pour pouvoir après comparer et contraster les deux choses. Parce que tu as raison, c'est en lien. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à voir qu'est-ce qui s'est répété dans cette révolution il y a 15 jours. Alors, on va y aller. Est-ce qu'on peut dire, Chimène, qu'il y a une forme de guerre civile? Alors, est-ce que tu vois une guerre civile aujourd'hui? Puisque c'est ce que les experts ils attendent depuis le début du conflit en Ukraine il y a 16 mois, que la population se révolte. Et leur constat, c'est quoi? C'est que la population, elle est amorphe. Exactement, mais quand il y a 15 jours, quand Wagner, le responsable de Wagner, il s'est retourné, tout le monde a pensé justement à cette guerre civile. Et quand Poutine s'est enfermé autour de lui, qu'il était totalement isolé, et que les troupes marchaient contre lui, on a vu, en tout cas, ça ne s'est pas manifesté jusqu'au bout, mais ça donnait l'image d'une guerre civile. Alors, on va y aller, je veux y aller progressivement avant d'entrer dans l'histoire du 24 juin. D'accord? Donc, je retiens ce que tu dis ainsi que ce que Guylaine a dit. D'accord? Et on va faire la comparaison et le contraste tout à l'heure. D'accord? En deuxième partie. Allons-y pas à pas pour que tout le monde puisse suivre. Alors, s'il y a des personnes qui ne suivent pas, surtout n'hésitez pas. OK? J'aimerais vraiment qu'on avance ensemble. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire? Ou bien je vais lire. Les raisons de la révolution de 1905 et 1917. Vous verrez que là, j'ai rajouté 1905, mais on ne va pas aller dans 1905, mais c'est quasiment la même chose que 1917. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 1905 ultérieurement. D'accord? Alors, il nous est dit, les défaites successives de la Russie lors de la Première Guerre mondiale sont l'une des causes de la révolution de février. D'accord? Donc, il y a une révolution
que Wikipédia marque en février, mais nous, on marque les protestations et les grèves. D'accord? Donc, avant qu'il y ait des protestations et des grèves, il doit y avoir un mouvement. Donc là, dans cette période-là, il y a quoi? Ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'il y a? Les défaites successives, c'est ça? Il y a une guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Le contexte, vous l'avez vu comme moi ou pas? C'est un contexte de guerre qui va amener la révolution. Est-ce que vous le voyez? Maurice, elle a l'affiche là. Vous voyez? Oui. Oui, parce qu'il parle de défaites successives. Alors, il y a un contexte de guerre, mais dans ce contexte de guerre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des victoires ou des succès? Comment on qualifie ça? Non, il y a des défaites. Défaites. Ok, alors on retient bien. Défaite russe, ok? Ensuite, deuxième point. L'économie russe prospérait avant la guerre et elle occupait le marché, elle avait une place, on va dire, prépondérante dans le marché européen. D'accord? Donc, avant la guerre, l'économie russe était florissante. Alors, on va mettre... Bon, j'ai plus de place, hein. Excusez-moi. Bon, non, je vais pas écrire, c'est pas grave. L'économie russe, elle est florissante. Et quand on va voir après, on va faire après. Il y a le refus du vote des crédits de guerre du Parti social-démocrate au sein de la Russie, d'accord? L'armée connaît quelques succès sur le front Est, mais fait face à de lourdes défaites. Donc là, on répète le premier point. Les usines s'avèrent insuffisamment productives. Le réseau ferroviaire est imparfait. Le ravitaillement en armes et denrées de l'armée est boiteux. D'accord? Les pertes humaines battent tous les records. Plus d'1 million de morts et 5 millions de blessés. Des mutineries éclatent. Le moral des soldats est au plus bas. Et les soldats supportent de moins en moins l'incapacité de leurs officiers. On a vu ainsi des unités montées au combat avec des balles ne correspondant pas au calibre de leurs fusils. Les brimades et les punitions corporelles sont en usage dans l'armée. La famine gronde et les marchandises se font rares. Tout le monde a lu? Tout le monde a lu la liste? Ou tout le monde a écouté? Oui. Alors maintenant, ma question, à quoi cette liste vous fait-elle penser? Maurice, ne montre pas ma diapo suivante, s'il te plaît. Ah, ce que tu viens de passer, là. Alors, une seule personne, s'il vous plaît, là, c'est confus, parce que je ne comprends pas. Oui, j'ai dit à ce qui vient de se passer le 24 juin 2023. Alors, moi, non je ne vois pas ça. Ça fait penser à un prélude de révolution. Ça te fait penser, Vadim, donc à un prélude de révolution. Je marque ta réponse, je l'accepte. Alors... Moi, ça me fait penser à la guerre. Attends, s'il te plaît. Alors, Vadim, explique pourquoi tu dis ça. Peut-être que les personnes sur la plateforme ne comprennent pas ta réponse. C'est que ça me fait penser à... Est-ce que tu peux le mettre en lien avec notre ligne, la structure ou de la ligne de révolution? Parce que c'est juste ce que tu dis. Par exemple, pour la Révolution française, on avait... non, reste dans la Révolution russe. On est dans le contexte de la Révolution russe. Ta réponse, elle est juste. Mais je veux juste que tu la places, le prélude de la Révolution, que tu places en expliquant en 2 mots. Tu la places voilà. Tu la places. Tu places ta réponse dans la ligne. Pour que tout le monde te suive. Je la place au tsar Nicolas, à ce niveau-là. Prélude de la Révolution, tu la places dans le contexte du tsar, le gouvernement en place. Parfait. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Oui. Oui? Le prélude de la Révolution, c'est on est dans une guerre mondiale, d'accord? Et il y a une série de calamités, une situation qui va amener
cette révolution. Natacha, tu voulais dire? Moi, ça me fait penser à la situation actuelle de la guerre en Ukraine. Oui. Parce Oui. que quand je regarde les éléments là, que tu nous as exposés, par exemple, l'armée connaît quelques succès sur le front Est, mais fait face à de lourdes défaites. En fait, elle n'était pas préparée à une guerre qui soit aussi longue. Attends, je Et sais pas, Natacha reprend, elle n'était pas préparée, pardon? la Russie n'était pas préparée à une guerre aussi longue et à un soutien massif de l'Occident. Donc, ils ont fait face à des victoires, mais ils font face aussi à de lourdes défaites. Merci. Donc, toi, tu places ça où alors, comme la même question que Vadim? Alors, attends, montre-moi le tableau. Maurice? Moi, je vois plutôt au niveau de la terreur blanche, tu vois, quand il y a une... Alors, attends, je ne maîtrise pas vraiment cette histoire-là, mais en tout cas, je vois une période de remise en question, de contre... Enfin, peut-être pas de contre-révolution, parce que je ne maîtrise pas vraiment On cette est partie. juste, tu es au même niveau, parce que la révolution, elle n'a pas lieu encore. C'est ça. D'accord? Donc, on est toujours à cette phase-là. Donc, maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre à quoi cette liste fait-elle penser à d'autres personnes ou on prend que 2 réponses? Oui, Chimène, je voulais dire, je ne sais pas si ma réponse sera juste, mais bon, j'y vais. Quand ils disent que, par exemple, qu'il y a des mutineries au sein de l'armée, on a suivi pas mal les événements, la guerre contre l'Ukraine, et effectivement, ils disaient que l'armée russe, elle était très mal préparée, qu'ils n'avaient pratiquement pas de munitions. Enfin, que les munitions, en tout cas, elles étaient extrêmement réduites et puis surtout, elles étaient obsolètes. Voilà. Quoi d'autre encore qu'ils n'avaient tout simplement pas assez à manger au sein de l'armée russe. Voilà, donc il y a énormément de choses dans la liste que tu as présentée. Moi, c'est ces 3 points-là que je verrai. Alors, je vous remercie, Vadim, Natacha et Guylaine. Vos réponses, elles sont pertinentes et justes. On va prendre la diapo qui suit. Donc, je n'ai pas pris d'extrait de sources journalistiques pour étayer ce que vous venez de dire et ce qui est écrit sur la diapo parce que je me suis dit, on a tous entendu, on a tous vu les vidéos qui montrent que c'est la même chose. C'est vraiment la même problématique qui se posait en 1917, qui se pose aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine. Donc, les soldats se plaignent du manque de nourriture et du manque de matériel de guerre. Et tu as rajouté que le matériel était obsolète, Guylaine. Les soldats se plaignent des conditions de guerre. Rappelez-vous, ils se plaignaient de ne pas avoir même leur sac à dos, leur casque, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début. Ça se déchirait. Ils devaient acheter eux-mêmes leur matériel pour se coucher, etc. Ils se plaignent de l'incompétence des dirigeants, des chefs de guerre. Le moral des troupes est au plus bas. L'économie russe a chuté alors qu'elle était florissante. Encore hier, aux infos, ils disaient que ça avait, au niveau énergétique, ça avait chuté de plus d'un tiers. Parce que l'Occident, l'Europe avait été plus a acheté son énergie plus, maintenant l'achète plus au niveau de la Norvège et dans d'autres pays, ce qui fait que les profits générés par la Russie, on pouvait les diviser par 3. Donc l'économie russe a chuté alors qu'elle était florissante. Les défaites de la Russie sont nombreuses sur le champ militaire. Ils n'ont pas grand-chose et les pertes humaines sont très élevées. D'accord? Donc, en fin de compte, la liste, Maurice, tu peux me remontrer, la comparaison avec 1917 et aujourd'hui en Ukraine, eh ben, on voit que on est dans le même, on peut dire à peu près, état d'esprit qui peut conduire à une révolution. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Jusque-là, tout le monde me suit? Mais du coup, ça n'oublions veut dire pas. qu'on est que au début. Oui, oui, on te suit. Oui, Vadim. je voulais dire. Il te reste moins d'une demi-heure.
Ok. Vadim? Je voulais dire, ça veut dire qu'on n'est qu'au début de la révolution pour la Russie, c'est ça? On est au début de leur ligne pour actuellement ou comment Non, mais je sais pas ça, Vadim. Franchement, je vais pas dire n'importe quoi. Moi, je prends juste ce modèle et j'essaye de la poser, discuter avec vous. Je veux pas dire qu'on est à la fin au début de la au début de la ligne. On sait qu'on est, si on regarde dans toute l'histoire de la Russie, on sait qu'on est à la fin, puisqu'on est à Panium qui nous emmène donc à la mort. D'accord? On sait qu'on est à la fin. Mais maintenant, après, comment placer tous ces événements? Je ne pourrais pas tracer la ligne de la révolution russe dans les années 2000, parce que moi, je ne sais pas le faire. D'accord? Mais ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment montrer comparaison, contraste, voir les similitudes avec la révolution 1917 et ce qui se passe aujourd'hui. Mais effectivement, moi, je placerai ça là, parce que Nicolas II, je remplacerai par Poutine. Mais après, est-ce que c'est juste de faire ainsi sur cette ligne? Je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux qu'on voit, c'est que on a les mêmes caractéristiques que celles de 1917. D'accord? Le récit biblique est simple, parce que qu'est-ce que nous dit le récit biblique? Si on prend Daniel 11, 40 à 40b, il nous dit donc, on va lire la deuxième partie, la partie pour notre dispensation. Et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chars et des cavaliers, beaucoup de navires. Il entrera dans le pays, le submergera et passera outre. C'est ça le verset 40 pour nous. Et ce verset 40, il a commencé donc en 1989, ok, où on a vu la défaite du roi du Sud. Et on sait que ça se finit à la LD, quand le roi du Sud, il est mort et le roi du Nord met fin à sa démocratie. Donc, le verset tel qu'on le lit, il ne nous donne pas énormément d'informations. Et surtout quand on regarde à l'histoire réelle, et on se dit, mais il nous manque des billes, quoi. Il nous manque des billes pour comprendre ce verset. Donc, l'histoire réelle, qu'est-ce qu'on a? On a Panium, c'est la dernière bataille. C'est Beneventum, je sais pas, là je parle de la ligne de Pyrrhus, Beneventum Argos, donc Panium LD. On sait que c'est la dernière des 4 batailles, ok? Et arrivera la chute du roi du Sud. Maintenant, moi je vous pose mes questions, parce que tout comme vous, j'ai des interrogations. Quand et comment cette chute se fera-t-elle? La guerre en Ukraine sera-t-elle l'élément déclencheur? De quelle manière l'arme du roi du Sud, l'éléphant, donc rappelez-vous, Pyrrhus, dans les 4 batailles, on voit l'éléphant. Pour nous, l'éléphant, c'est quoi? C'est la guerre des récits ou la guerre d'information. Et on sait on a dit, le conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord, c'est une guerre de propagande. Donc, comment son arme privilégiée, d'accord, l'information, va-t-elle se retourner contre le roi du Sud pour donner la victoire au roi du Nord? Parce que c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Donc, et comment, j'ai une autre question, le roi du Sud perdra-t-il ses sphères d'influence? Donc, là, moi, je vous donne toutes mes interrogations et je n'ai pas les réponses. Donc, tout comme vous, je regarde l'histoire qui se déroule sous nos yeux, l'histoire prophétique qui se déroule sous nos yeux, et j'essaye de comprendre. D'accord? Donc maintenant, il nous faut comprendre Panium en interne et en externe. Donc maintenant, on va voir ensemble la révision du message de Panium. Alors là, je compte sur vous. Ah oui. J'ai pas assez de lignes. J'ai pas assez de... Je vais essayer de le mettre comme ça. Alors, donnez-moi 2 secondes. Ce qu'on va faire maintenant, on va bien se rappeler, parce que vous savez que moi, la façon dont j'étudie, il me faut toujours retourner dans le message pour voir son développement. Pour bien me remémorer les choses, ne monte pas la diapo, Maurice. On va voir on va faire la révision du développement
de Panium, la fin du roi du Sud. On sait qu'on est dans une guerre d'information, on l'a dit, entre le roi du Nord et le roi du Sud, que les guerres chaudes, ce sont les guerres de procuration que se livrent les deux acteurs, ok? Mais nous, on suit vraiment la guerre des récits. Donc 1989, Daniel 11, 40b, on disait l'événement qui marque, c'est la chute du mur de Berlin. Ensuite, en 2016, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, en décembre 2016, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2016 pour ceux qui étaient là? Est-ce que vous vous rappelez? Je vous mets 1991. On savait que c'était la chute de l'URSS, d'accord? Mais en 2016, on a compris par l'étude des versets de Daniel 11 toujours, on va dire 10 à 16, qu'en fin de compte, le roi du Sud n'était pas mort. Nous, on pensait que le roi du Sud était mort. Mais on a dit qu'en fin de compte, on a compris qu'il y avait donc le roi du Sud, c'était donc la Russie, et ce n'était plus l'URSS, comme on le savait. Mais on a aussi compris qu'il y avait, avant l'ALD, qu'il y avait deux batailles, Raphia et Panium. D'accord? On a compris que le roi du Sud n'était pas mort, et on a compris qu'avant la LD, il y aurait donc Raphia et Panium. Raphia et Panium. D'accord? On a compris ça en 2016. On a compris que la résurrection de la Russie s'est faite donc en décembre 1999. Décembre 1999, résurrection du roi du Sud et c'est Poutine. D'accord? Ensuite, 2016, on arrive en 2018, donc là je vais là, ok? 2018, donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend donc, on va fixer le temps pour Raphia et pour Panium, 2018-2019. On va utiliser la ligne de Pyrrhus pour comprendre à quel moment le roi du Sud il va mourir. Donc, Panium, LD, blessure mortelle, mort. On va comprendre tout ça à partir de 2018. On va voir les guerres des diadoques pour comprendre la relation qui existe entre Pyrrhus et la Russie. On va prendre donc les lignes de révolution pour comprendre cette structure, la mort et la montée d'un dictateur, et pour comprendre la ligne de révolution américaine. Et on va comprendre également que le roi du Nord, ce n'est pas la papauté dans notre histoire, mais ce sont les USA. Donc, en 2018, on comprend énormément, c'est comme s'il y a un accroissement de la connaissance sur la question du roi du Sud. Avant 2018, toute notre attention était portée sur le roi du Nord. À partir de 2018, notre attention est portée sur le roi du Sud parce qu'on n'a que très peu, on dispose que très peu d'informations sur cet acteur crucial. Ensuite, on comprend qu'il y a donc 4 batailles. Ipsos 2016. On va le mettre là, Ipsos. Il y a Ipsos, Héraclée, Raphia, Panium avant la LD. Avant la LD.
Donc, on comprend qu'en 2018, il nous reste encore 2 batailles avant d'arriver à l'ALD. D'accord? Même 3, parce qu'Héraclée n'était pas encore passé. Mais on prédisait déjà qu'Héraclée sera en 2018. Donc, en 2018, avec l'introduction du cri de minuit, on comprend donc, on fixe le temps, on comprend la ligne de Pyrrhus et les guerres des diadoques, la ligne des révolutions, ce qui nous donne énormément d'informations sur le roi du Sud et sa nature. On ne comprend pas encore l'égalité par le modèle géographique, ce n'est pas encore présenté, ça a été présenté qu'en début 2019. On comprend les lignes de révolution et on comprend, on réoriente l'identité du roi du Nord. Le focus n'est pas sur la papauté, mais sur les États-Unis. D'accord? Et on comprend qu'avant d'arriver à la LD, il nous reste 3 batailles à mener. Héraclée, Raphia, Panom. Pas nous à mener, mais le monde, le roi du Sud et le roi du Nord. Encore 3 batailles à mener avant la LD. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc après, donc, on comprend Raphia. Bon, on l'a mis, on fixe Raphia. On fixe la bataille de Panium. Et on sait que, donc, Panium LD, c'est blessure mortelle et mort. Ensuite, on ne parle plus trop du roi du Sud, hormis en 2019, d'accord? Pour montrer son caractère, on pensait, pour rectifier l'erreur, qu'on pensait qu'il était athée, mais en fin de compte, non, il contrôle, c'est lui qui contrôle l'État. Donc, 2019, si vous voulez, on va mettre aussi roi du Sud. Roi du Sud, il contrôle l'Église. D'accord? Donc, on comprend ça en 2019. Et après, on ne parle plus trop en détail du roi du Sud. Et en avril 2022, lors du Zoom international sur notre plateforme, l'ancienne thèse, elle va nous rappeler ce qu'est Panium. Mais en avant déjà, en amont, en février, donc il aurait fallu que je mette février aussi, avec le Brésil. D'accord? Elle a commencé à nous rappeler ce qu'est Panium. Donc elle nous rappelle que Panium, c'est une guerre d'information. Il ne faut pas qu'on se trompe avec ce qui se passe en Ukraine. C'est une guerre d'information, ce n'est pas une guerre chaude entre le roi du Sud et le roi du Nord. Même si l'Ukraine, c'est la guerre de procuration qu'il se mène. Donc c'est une guerre d'information entre le roi du Sud versus le roi du Nord. Il ne faut pas qu'on perde de vue de ça. Et que cette guerre d'information, elle a eu un pic en octobre 2021. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2021? C'est à ce moment-là que les renseignements américains ont commencé à révéler les intentions russes. Alors que la Russie emmenait ses convois, ses troupes en Biélorussie et affirmait que c'était une opération, un entraînement militaire planifié depuis des mois, les États-Unis, eux, révèlent les plans stratégiques de la Russie. En fin de compte, ils ne les croient pas. D'accord? C'était quasiment les seuls à ne pas les croire. Donc, les renseignements américains attaquent en fin de compte le roi du Sud sur son propre terrain et donc révèlent ses projets. Et s'il faut marquer quelque chose à Panium, c'est vraiment ça. À partir de ce moment-là, les États-Unis et jusqu'à aujourd'hui, ne font que révéler les plans des Russes. Ça, elle nous rappelle ce fait en avril 2022. Donc, par rapport au développement du roi du Sud, ça a été cela notre compréhension progressive sur la nature du roi du Sud et ses intentions. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant qu'on avance?
Chimène, il te reste à peine 10 minutes. D'accord. Donc, on va finir avec ça. Donc, il n'y a pas de questions? Tout est clair? Tout est bon? Cette révision du message du cri de minuit, ça va? Oui, Il y a que Marie? il y a beaucoup d'informations, mais on suit. Moi, Oui, ça j'espère va. que c'est enregistré. Oui. Il y a beaucoup d'infos. Donc, est-ce que pour les autres, ça va ou vous voulez que je répète certaines parties? Oui. Bon, ça va, vous m'avez dit. Donc, du Oui, coup, oui. ce qu'on va faire, il y a autre chose que l'ancienne thèse, elle nous dit, de ne pas nous tromper. Rappelez-vous, nous, on jongle sur 2 lignes. Maurice ne monte pas. Il nous faut comprendre Panium en interne et en externe. Et c'est vraiment 2 événements différents, mais qui s'entremêlent, d'accord? Parce que l'interne impacte toujours l'externe et vice-versa. Donc, même si c'est une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud au niveau de l'information, nous devrions voir aussi le sujet de la LD qui est quoi dans cette guerre? Ils ont le même objectif, hein. Le roi du Nord, c'est Église-État. Le roi du Sud, c'est Église-État. Quel est donc le sujet de la LD? Le thème ou le sujet de la LD? L'égalité. L'égalité. Des gens. L'égalité des genres ou bien le féminisme radical. Donc, quand on regarde, là je remets une autre couche, quand on regarde à Panium, on sait que Panium nous conduit à la LD. On sait que Panium, c'est un conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord dans une guerre d'information, dans une guerre de récits. D'accord? Mais il ne faut pas perdre de vue que l'interne et l'externe s'entremêlent. Et il ne faut pas perdre de vue non plus le thème de la LD dans cette guerre de Panium aussi, et entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et il y avait donc certaines peut-être confusions et peut-être encore aujourd'hui. Si on prend la ligne des 144 000, d'accord, 2001, là nous sommes LD, FTG, seconde venue. OK, et si on prend la ligne des prêtres, seconde venue, donc Panium, Raphia. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de me donner le sujet de Panium dans la ligne des prêtres et dans la ligne des 144 000. Je vous écoute. Allez-y, il nous reste très peu de minutes. Qui veut se lancer? Dans la ligne des prêtres, le sujet, ce sera le mariage gay, je crois. Alors, toi, tu mettrais le mariage gay là, comme événement de Panium. C'est ça? Alors, d'autres exemples? D'autres réponses? C'est des révisions, les amis, hein. C'est les lignes, on les fait tout le temps. En plus, avec moi, vous faites tout le temps les lignes. On va commencer par la ligne des 144 000. Raphia, c'est quoi le 2019? C'est quoi le sujet? On est dans la ligne des 144 000. Raphia, c'est quoi le sujet en 2019? Le féminisme. L'égalité. Le féminisme ou bien l'égalité? Formalisation. Ok. Non, l'organisation n'est pas... L'organisation, tu le trouves dans chaque dispensation, que ce soit le labourage, etc. Il y a toujours une organisation et qui teste, d'accord? Mais ce n'est pas le test. Ce n'est pas Raphia ou Panium. Donc, c'est l'égalité. Rappelez-vous, c'était le DP France. Vous y étiez ainsi que moi-même. C'est le féminisme et l'égalité. 2021, Panium. Donc, c'est quoi? Le genre féministe radical. Alors, féminisme radical ou bien Égalité des genres. Égalité des genres, merci. Donc maintenant, quand on va
à Rafia 2019. Quelle est donc cette balise? Comment on l'intitule, et celle de Panium aussi? Comment on l'intitule? C'est formalisation du message. Accroissement de la connaissance, formalisation du message. C'est des balises intermédiaires. La ligne, elle a 5 balises principales. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est des balises intermédiaires. D'accord? Maintenant, on va dans la ligne des prêtres. Panium, c'est quand? Panium, c'est 2021. Panium, c'est 2021. OK. Rafia, c'est quand? 2019. Donc maintenant, Johanna nous dit que le mariage gay, c'est en 2021. Et elle le met donc à la seconde venue, elle le met à Panium, à la seconde venue. Est-ce que c'est ainsi qu'on le place? Quelle est la date du mariage gay? Le 29 août. 29 août 2000. 29 août. Alors, 29 août 2021, donc c'est pas la seconde venue, c'est dans une balise intermédiaire, c'est la FM. La formalisation. Dans le mariage gay. Maintenant, avant le mariage gay, avant la FM, on a la C, et c'est quoi le message? Le roi Pisse. Et c'est quand? Le 16 mai. Donc c'est en mai, donc c'est le taureau à Pisse. Maintenant, cette balise-là, on marque quoi? Donc, rappelez-vous ce qu'on a mis sur ce tableau. Et c'est vrai que l'ancienne thèse l'a dit, mais on ne l'a pas relevé. Et c'est cette semaine, quand j'ai fait cette étude, que je suis retournée dans ce qu'elle a dit. Et c'est vrai qu'elle ne dit pas formellement. Elle le dit, elle ne dit pas formellement. Donc, alors, attendez, on va voir si je l'ai mis. Je vais voir si je l'ai mis. Ah, je ne l'ai pas forcément mis, c'est dommage. Je ne l'ai pas forcément mis. Mais si vous allez dans la vidéo, elle nous dit qu'en octobre 2021, et elle dit bien, je ne veux pas placer une date sur Panium. Je ne veux pas placer une date fixe encore sur Panium, mais les événements qui ont commencé en avril 2021 et qui ont eu se sont intensifiés en octobre 2021, qui ont conduit à la situation du 24 février 2022, marquent Panium. D'accord? Donc, elle identifie une période du 4 avril, pardon, oui, c'est bien ça, avril 2021 à octobre 2021, comme étant des événements importants en lien avec Panium. Mais elle ne souhaite pas formaliser définitivement cette date comme étant Panium. D'accord? Mais je vais vous inviter à revoir cette transcription pour pouvoir vérifier ce que je dis. Mais quand je l'ai relis, je me suis dit, d'accord, donc elle l'a pas indiqué formellement, mais elle le souligne. Donc, et dans la ligne des prêtres, à ce moment-là, on pourrait l'indiquer, mais pas formellement, d'accord? Je ne suis pas là pour remplacer l'ancienne thèse. Mais je vous rapporte juste ce qu'elle dit. Donc, Maurice, tu peux montrer le diapo maintenant? Donc, le diapo que vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir. D'accord? Et dans cette réunion internationale du 15 au 17 avril 2022 que vous voyez à l'écran, elle nous dit ce qui suit. Elle nous rappelle, et c'est ce qu'on a vu là sur ce tableau-là, d'accord? Regardez le tableau là. C'est ce qu'on a listé là en vert, ce rappel qu'elle nous fait, qu'elle a commencé à faire au camp meeting du Brésil en février et qu'elle a poursuivi dans notre camp meeting en avril. Elle nous rappelle ce qu'est Panium. Et elle nous dit que Panium, ne pas oublier que Panium, c'est une guerre d'information entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et que la date qui a vraiment culminé
c'est en octobre 2021. Et elle nous dit, je vais lire la citation, Ellen White nous dit que Dieu nous donne des preuves suffisantes. Je vais les replacer dans notre contexte. Si nous voulons voir 2021 Panium, il s'agit d'un changement dans le conflit entre la Russie et les États-Unis basé sur une guerre de récit, que les États-Unis commencent finalement à gagner de nouveau. Panium est une question d'information à son niveau fondamental. Donc la base de Panium, et c'est pour ça que nous avons vu dès le départ de cette étude, quand on a commencé l'étude, je vous ai dit, quand on regarde à la question du roi du Nord et du roi du Sud, on est vraiment dans une guerre d'information, et Abby nous avait dit une guerre de propagande, d'accord, mais mondiale, entre le roi du Sud et le roi du Nord et leurs alliés, d'accord? C'est l'un des éléments. Et c'est ce qu'elle nous dit. Donc, Panium est une guerre, est une question d'information à son niveau fondamental. N'avons-nous pas suffisamment de preuves? Et les bonnes sources confirment que le travail de renseignement se fait dans l'ombre, mais la crise ukrainienne le fait apparaître au grand jour. L'un des aspects les plus remarquables de cette épreuve de force a été la volonté du président Joe Biden de rendre publiques les informations sensibles sur les plans de la Russie avant que ces renseignements ne puissent être mis en œuvre. Ces divulgations font partie d'une stratégie visant à garder une longueur d'avance sur le président russe Vladimir Poutine. Elle représente également une approche plus rapide et plus agressive pour mener les guerres de l'information du XXIe siècle. On est dans NBC News, un média NBC News. D'accord? Donc, Panium, c'est vraiment la guerre d'information, d'accord? Et là, il y a un journaliste qui se pose la question des opérations militaires au Sahel, à la guerre en Ukraine, des élections américaines, aux actualités au Moyen-Orient. La géopolitique se joue aussi de plus en plus dans l'arène médiatique. À coup de fausses nouvelles et de rhétorique confusionniste, de pratiques offensives de certains médias liés à des régimes autoritaires, poussent les démocraties à s'interroger. Peut-on s'engager dans une guerre de l'information sans porter atteinte à l'indépendance de ses propres organes de presse? Entre information et influence, quel rôle pour les médias dans la guerre des récits que se livrent les grandes puissances? Pourquoi les nouvelles chaînes d'information venues de Chine, de Russie ou de Turquie se présentent-elles comme des contre-modèles aux historiques que la chaîne BBC et CNN? Donc, vous voyez que le monde aussi est conscient que la guerre que se livrent les grandes puissances est vraiment une guerre d'information. Et c'est pour ça qu'en avril, l'ancienne thèse nous rappelle de ne pas nous perdre dans cette guerre de procuration qui se joue entre le roi du Nord et le roi du Sud en Ukraine. Certes, il faut qu'on comprenne cette guerre parce qu'elle aura un impact sur la fin du roi du Sud, mais il ne faut pas qu'on perde à l'esprit et de vue que nous sommes dans une guerre de récit, une guerre de propagande. Et Panium, c'est vraiment une guerre de récit. Donc pour finir, en résumé, ce qu'on a vu dans cette première partie, on a vu donc pourquoi nous sommes dans une guerre d'information. Quand l'ancienne thèse est venue en 2018 pour nous amener le message du cri de minuit, le cœur même de ce message, c'est les deux sources d'information. Mais dans ce message, elle a utilisé une méthodologie alpha, oméga et les nombres prophétiques pour pouvoir fixer le temps des deux batailles qui nous manquaient avant la LD, Raphia et Panium. Ce qui nous permet de voir que par l'alpha et l'oméga du verset 40b de Daniel 11, nous donne une période de 10 ans où on voit une guerre de procuration entre les deux acteurs majeurs de Daniel 11, le roi du Sud, la Russie, et le roi du Nord, les États-Unis. Et que cette guerre d'Afghanistan qui ouvre notre temps de la fin, le verset de Daniel 11, 40b, et la guerre de Syrie qui ferme notre verset de Daniel 11, 40b, nous montre justement, pointe la blessure mortelle
du roi du Sud à Panium, d'accord? Non pas à travers cette guerre, mais à travers le modèle prophétique. Ensuite, nous avons vu qu'elle a utilisé les lignes de révolution. La structure de la ligne de révolution nous a permis de comprendre la structure de la ligne de révolution de la guerre civile des États-Unis, ce qui nous a permis de nous positionner, de bien identifier qui était Trump et comment les États-Unis vont perdre leur démocratie en faveur d'une dictature. Et on a vu qu'on est dans l'histoire maintenant américaine de la contre-révolution. On a vu aussi que l'exemple de la révolution russe de 1917 à 1922, en listant les caractéristiques de cette révolution russe, octobre 1917, la révolution bolchevique d'octobre, a des caractéristiques similaires à ce que la Russie vit aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine. On a rappelé comment notre compréhension du roi du Sud depuis 1989 à 2023, comment ce message s'est développé. Et dans la deuxième partie, nous allons voir quelles sont les raisons données maintenant pour le roi du Sud pour pouvoir entrer en guerre. Et on va toujours comparer ça avec le point 2, le 24 juin 2024, qui a été, selon les experts et selon la Russie, un point tournant dans l'histoire du roi du Sud. Donc j'espère que la première partie, ça a été un peu clair. La deuxième partie, ça sera moins technique. Et on va lire, on va plus faire des comparaisons, contrastes et analyses de texte ensemble pour pouvoir poursuivre cette étude. Je vous invite à vous mettre à genoux et on va prier. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné ce message pour nous guider dans tous ces bruits, Seigneur, qui nous entourent. Te remercions, nous voyons déjà que depuis 2018, tu nous avais déjà donné la vision globale et aujourd'hui, tu ne fais que l'affiner. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions voir et comprendre les événements qui se jouent chaque jour sous nos yeux et que nous puissions croire en ton message prophétique et en tes serviteurs. Nous voudrions te remercier, te louer pour toutes ces choses que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Thank you.